Pendant 10 ans, le prix du Bitcoin a semblé obéir à une horloge, un halving, un sommet dans les 12 à 18 mois, et puis la chute. Si le prix du Bitcoin suivait vraiment un cycle de 4 ans, on saurait exactement quand acheter et quand vendre. Alors, est-ce qu'il faut y croire? C'est une des questions que vous nous posez le plus, et dans cette vidéo, on y répond et on répond aussi aux autres. Que se passe-t-il le jour où vous perdez la phrase secrète qui protège vos bitcoins? Pourquoi le réseau ajoute-t-il un bloc toutes les 10 minutes et pas toutes les 10 secondes ou toutes les 10 heures? Et celle qui revient à chaque baisse, est-ce que le bitcoin peut vraiment tomber à zéro? 4 questions, un quart d'heure et c'est parti. Alors faut-il croire au cycle de 4 ans? Cette croyance, dans ce cycle de 4 ans, repose sur un événement inscrit dans le code du bitcoin, le halving, c'est-à-dire la division par deux de la récompense versée aux mineurs, donc ceux qui font tourner le réseau et sécurisent ce réseau. Il a lieu à peu près donc tous les 4 ans, tous les 210 000 blocs. Moins de nouveaux bitcoins créés, donc moins d'offres nouvelles sur le marché. Et l'observation est évidemment troublante puisque quelques mois après chaque halving, le prix du bitcoin historiquement atteint un sommet, puis retombe lourdement l'année suivante. Sur le papier, ça s'est vérifié. Pour le halving de 2012, sommet fin 2013, halving de 2016, sommet fin 2017, autour de 20 000 $, et halving de 2020, sommet fin 2021, autour de 69 000 $. Et là, le halving d'avril 2024, suivi d'un record le 6 octobre 2025. À chaque fois, le pic tombe entre 12 et 18 mois après le halving. Alors, premier bémol, le nombre d'exemples. 3 ou 4 cycles, ça ne fait pas une loi. Si je lance une pièce 4 fois et qu'elle tombe sur pile à chaque fois, j'en conclus pas forcément que les pièces tombent toujours sur pile. Le cycle de 4 ans, ça reste une poignée d'observations sur un actif qui existe que depuis 2009. Donc c'est un motif, mais c'est pas du tout une garantie. Et il y a une raison mécanique de penser que ce motif s'affaiblit au fur et à mesure du temps. À chaque halving, le choc d'offres est plus petit que le précédent. En 2012, par exemple, la récompense passait de 50 à 25 bitcoins par bloc, alors qu'environ 10,5 millions de bitcoins avaient déjà été créés. En 2024, elle passait de 6,25 à 3,125 sur près de 20 millions de bitcoins en circulation. Concrètement, en 2012, le halving faisait chuter le rythme de création de nouveaux bitcoins d'environ 25% à un peu plus de 12% par an. En 2024, il l'a fait passer d'environ 1,7% à moins de 0,9%. Le prochain halving, en 2028, divisera 3,125 par 2 sur déjà plus de 20 millions de bitcoins émis. C'est un effet encore plus dilué. Le carburant historique du cycle, c'est-à-dire le choc d'offres, il s'épuise à chaque nouvelle occurrence, tous les 4 ans. Ce cycle-ci, d'ailleurs, ne ressemble pas au précédent. La baisse qu'on traverse depuis l'automne 2025, c'est finalement la plus douce jamais enregistrée pour un marché baissier Bitcoin. C'est d'ailleurs l'argument de ceux qui déclarent le cycle mort. Et pas n'importe qui. Michael Saylor, le dirigeant de la plus grande Bitcoin Treasury Company, l'a par ailleurs écrit noir sur blanc en avril 2026. Et puis l'un des plus gros gestionnaires de fonds Bitcoin de la planète a publié une note intitulée « Le cycle de 4 ans est mort ». Leur idée, c'est que le marché a changé de nature. Depuis l'arrivée des fonds cotés en bourse, ces fameux ETF, ce sont des institutions qui achètent et les montants qu'elles déplacent écrasent tout simplement l'effet du halving sur l'offre. Le prix serait désormais piloté par ces flux-là et pas par le calendrier du code. En face, d'autres répondent que le cycle n'est pas mort, seulement il est en retard ou il est plus doux. Personne ne peut trancher en réalité aujourd'hui, on est en plein dedans et on ne le saura qu'après coup. Alors, faut-il croire au cycle de 4 ans? Le mécanisme derrière, la raréfaction de l'offre, il est réel. Mais son poids diminue à chaque cycle, c'est mécanique, et 4 exemples ne suffisent pas pour parier son épargne dessus, évidemment. Le traiter comme une horloge, c'est peut-être ça le vrai piège. La question suivante ne dépend, elle, d'aucun cycle, et une seule erreur peut vous coûter tout votre argent. Que se passe-t-il si je perds ma seed phrase, le portefeuille physique indispensable ou paranoïa? Alors détenir ses bitcoins soi-même, c'est devenir seul responsable. Personne au-dessus pour rattraper une erreur. Et c'est ce qui inquiète, c'est légitime. Quand vous gardez vos bitcoins, vous-même, vous détenez une seed phrase, une phrase de récupération. En règle générale, c'est une liste de 12 ou de 24 mots qui est la sauvegarde maîtresse de votre portefeuille. Avec ces mots, vous retrouvez l'accès à vos bitcoins depuis n'importe quel appareil. Même si votre téléphone tombe à l'eau ou si votre ordinateur est cassé, vous pouvez régénérer votre portefeuille sur un autre dispositif. Mais évidemment, c'est une lame à double tranchant. Si vous perdez ces mots et l'accès à votre appareil, il n'y a pas de service client, il n'y a pas de bouton mot de passe oublié, il n'y a personne à appeler. Vos bitcoins ne sont pas volés, ils deviennent
inaccessible pour personne, verrouillé pour toujours. Et si quelqu'un d'autre met la main dessus, eh bien, il vide votre portefeuille sans que vous puissiez rien y faire. Selon les analyses de la blockchain, entre 3 et 4 millions de bitcoins sont perdus à jamais, surtout à cause de clés égarées ou oubliées. Sur les 21 millions qui existeront un jour, eh bien c'est presque un bitcoin sur 5 qui est déjà disparu définitivement. D'où la formule qu'on répète beaucoup dans le milieu, si ce n'est pas vos clés, ce ne sont pas vos bitcoins. Alors le portefeuille physique, est-ce que c'est indispensable ou est-ce que ça relève de la paranoïa? Alors c'est ni indispensable pour tout le monde, ni de la paranoïa. Ça dépend en fait de deux choses, combien vous détenez et pour combien de temps. Si vous débutez et mettez de côté de petits montants chaque mois, gérer vous-même une phrase de 24 mots peut créer plus de risques d'erreur que de sécurité en plus. Une application régulée comme Bitstack fait très bien le travail. En revanche, le jour où votre épargne devient une somme que vous comptez garder des années, eh bien prendre vos clés vous-même avec un portefeuille physique, ça prend tout son sens. Et c'est pas un choix définitif, évidemment. Sur Bitstack, vous vous épargnez automatiquement. Vos bitcoins sont conservés par Bitstack, ségrégés au sens réglementaire, c'est-à-dire qu'ils sont séparés des fonds propres de l'entreprise. Bitstack s'est agréé au titre de la réglementation européenne MiCA. Et le jour où vous voulez passer en autonomie complète, eh bien vous pouvez retirer vos bitcoins tout simplement vers votre propre portefeuille, les frais de retrait étant pris à notre charge. Vous commencez simple et vous montez en autonomie quand vous êtes prêt. Donc le portefeuille physique, c'est intéressant lorsque vous êtes prêt à passer l'étape. Alors on a parlé de vos clés, passons maintenant à la machine elle-même. Pourquoi un bloc toutes les 10 minutes sur le réseau Bitcoin? Alors quand vous envoyez des bitcoins à quelqu'un, votre transaction ne part pas dans une banque qui tiendrait vos comptes. Le bitcoin n'a pas de banque, c'est le réseau lui-même, des milliers d'ordinateurs répartis dans le monde, qui tient un grand livre de comptes partagé où est inscrit qui possède quoi. Et toutes les 10 minutes environ, ces ordinateurs vont rassembler les transactions récentes, vérifier qu'elles sont valides, que personne ne dépense deux fois le même bitcoin, ni ne déplace des fonds qui ne sont pas à lui, et ils vont les regrouper dans une nouvelle page, on appelle un bloc, qui va être ajouté à la suite des précédentes. C'est ça qui rend votre virement définitif et c'est comme ça que tout le monde garde la même version à jour de qui détient combien de bitcoins sur le réseau Bitcoin. Alors commençons d'abord par qui a décidé de cette règle. Eh bien, c'est Satoshi Nakamoto, le créateur de Bitcoin, qui a inscrit ces 10 minutes dans le code d'origine. C'est pas le résultat d'une équation complexe qui arrive à ce résultat de 10 minutes, c'est tout simplement un choix de conception. Et ce choix, il répond à une contrainte précise. Quand un ordinateur trouve le bloc suivant, eh bien, il doit prévenir tous les autres partout sur la planète et cette annonce, elle prend du temps, quelques secondes, quelques dizaines de secondes éventuellement, le temps que l'information voyage jusqu'à l'autre bout de la planète, jusqu'au bout du réseau. Et si les blocs arrivaient par exemple toutes les 10 secondes, eh bien, un deuxième ordinateur pourrait peut-être en trouver un autre avant même que le premier ait fini de faire le tour du monde. Vous vous retrouveriez avec deux versions concurrentes du livre comptable, du travail perdu, un avantage au mieux connecté, ce qui pousse le réseau à se centraliser. L'intervalle entre deux blocs doit donc rester suffisamment grand devant ce temps de propagation de l'information dans le réseau. Alors maintenant, évidemment, pourquoi 10 minutes, pourquoi pas 5, pourquoi pas 15? Satoshi n'a en réalité jamais publié de justification chiffrée. 10 minutes, c'est une marge de sécurité volontairement large. À 5 minutes, il est probable que ça fonctionnerait sans doute aussi. D'ailleurs, il y a des réseaux crypto qui sont plus récents et qui fonctionnent avec 2 ou 3 minutes d'intervalle, voire Ethereum, on parle de quelques secondes. Mais plus l'intervalle est court, plus les collisions se multiplient. Et Satoshi a préféré la prudence à la vitesse, un peu moins rapide, mais beaucoup plus stable. C'est quelque chose qu'on retrouve de manière générale dans le design de Bitcoin sur toutes ses caractéristiques. Alors il reste un point à régler, plus il y a d'ordinateurs en compétition, plus les blocs devraient normalement sortir vite, et on devrait baisser ce chiffre de 10 minutes. Sauf que le réseau corrige ça tout seul, avec l'ajustement de la difficulté. Tous les 2016 blocs, c'est-à-dire à peu près toutes les 2 semaines, eh bien le réseau va réajuster de lui-même sa difficulté du calcul, du travail qu'on va demander aux mineurs. Si les blocs arrivent trop vite, eh bien il va durcir l'exercice. S'ils arrivent trop lentement, il va assouplir l'exercice. L'objectif reste le même, 10 minutes en moyenne, quelle que soit la puissance branchée sur le réseau. Et c'est bien une moyenne, hein. Parfois, 2 blocs vont tomber à 2 minutes d'écart, parfois il faut attendre 40 minutes, mais sur la durée, eh bien, ça va se lisser autour de 10 minutes. Dernière question, celle qui revient à chaque chute des prix évidemment, Bitcoin peut-il tomber à zéro? Quand le prix a reculé de moitié depuis le record d'octobre 2025, eh bien voir son épargne fondre réveille une peur assez simple, et si ça descendait jusqu'à
zéro. Cette peur, elle est parfaitement légitime. Le Bitcoin, il est évidemment très volatile. Il a déjà chuté de plus de 80% par le passé. Il pourra probablement encore baisser fortement et il faut l'accepter avant d'en détenir. Mais chuter fortement et tomber à zéro, ça ne veut pas exactement dire la même chose. Zéro, c'est pas un gros crash. Zéro, ça veut dire que le réseau tout entier est abandonné, que plus personne ne veut le faire tourner, que plus personne ne veut l'utiliser et qu'il n'y a plus un seul acheteur. Pour mesurer la distance qui nous sépare de ce scénario, il suffit de regarder ce qu'il faudrait éteindre en même temps. La puissance de calcul qui sécurise le réseau vient de dépasser le zh par seconde. Donc c'est un record des milliards de dollars de machines et d'électricité convoquées pour la sécurité du réseau. Le réseau tourne environ sur 24 000 ordinateurs accessibles répartis dans plus de 150 pays. Et encore, ça, ce sont les nœuds qui sont connus. Il y a évidemment plein d'autres nœuds qui sont derrière, par exemple un réseau comme Tor, qui ne permettent pas de les identifier. Et le Bitcoin a déjà été déclaré mort quasiment 500 fois depuis 2010 par des journaux, des prix Nobel, et il est toujours là. À cette base s'ajoutent des acteurs qui n'ont jamais été aussi engagés. Le seul fonds coté de BlackRock détient aujourd'hui quasiment 50 milliards de dollars de Bitcoin. Une seule entreprise stratégie en détient plus de 800 000, sans parler des États qui commencent à en accumuler. Alors plus il y a de capitaux impliqués, plus le scénario zéro s'éloigne. Est-ce que c'est strictement impossible? Non, bien sûr. Une faille dans le code, un basculement technologique majeur, tout ça, ce sont évidemment des risques réels, même s'ils reculent à mesure que le réseau grandit. C'est pour ça qu'une règle tient toujours sur Bitcoin. Bitcoin, c'est un actif de long terme, d'épargne. Et il ne faut jamais se retrouver en situation où on est forcé de vendre. Et pour ça, eh bien, il est utile de disposer d'une épargne de précaution et de diversifier. Donc pour répondre à la question est-ce que Bitcoin peut tomber à zéro, eh bien, le voir tomber à zéro, ça supposerait l'abandon total d'un réseau qui n'a jamais été aussi solide. Puisque personne ne peut prédire le cycle ni prévoir le futur, une stratégie souvent risquée, eh bien, c'est d'essayer de deviner le bon moment pour entrer et sortir. En revanche, c'est la raison pour laquelle chez Bitstack, on privilégie une approche d'investissement lissée, une petite somme régulièrement, quel que soit le prix, pour lisser ses achats dans le temps. Et quand votre épargne a grossi, eh bien, vous pouvez toujours prendre vos propres clés, retirer vos bitcoins et les détenir vous-même. Si la vidéo vous a été utile, abonnez-vous, ça nous aide beaucoup et évidemment posez vos questions en commentaire puisque je les lis toutes et que les meilleures pourront passer dans les prochaines FAQ. C'était Alexandre pour Bitstack et je vous dis à très vite.